En fait, la base d'un bon roman, c'est pareil que pour un film. Il y a 3 éléments. Il faut 1, une bonne histoire, 2, une bonne histoire, 3, une bonne histoire. Debout là-dedans! Debout là-dedans, voilà, c'est Lâcher Solo qui recommence. Et puis, comme vous l'avez vu sur le chat, on va reparler bouquin. Je me présente parce que je pense qu'il y a des petits nouveaux qui sont arrivés. Je m'appelle Frédéric Marsali. Normalement, je suis journaliste pour Aérobuzz. Et là, on va parler livre parce que c'est aussi mon ancien métier. Je suis un ancien libraire. J'ai travaillé pendant 6 ans à la Maison du Livre Aviation, tournant du siècle. Et j'en ai gardé un goût pour... certaines compétences sur les livres depuis que j'ai mis à profit il y a environ 25 ans, en co-créant avec Philippe Ballarini l'aérobibliothèque dont on va reparler un petit peu dans le cours de l'émission. Encore une fois, c'est une sélection qui est totalement subjective. C'est un choix qui est totalement arbitraire. J'ai sorti une pile de bouquins de chez moi, de ma bibliothèque, et j'ai pris, ça j'ai envie d'en parler, celui-là j'ai pas envie d'en parler, celui-là ça me plaît d'en parler, j'ai des choses à dire sur celui-là, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait une sélection, et la sélection elle est là. Oui, j'ai masqué les titres, on va les révéler au fur et à mesure, et on verra à la fin, on en tirera les conclusions. Le petit point que je veux signaler, c'est que dans cette pile, il y a peut-être 2 des ouvrages qui m'ont le plus emballé de mes nombreuses heures de lecture. C'est des romans, c'est un style particulier, pas que du bon en roman aéronautique. On va même déborder un petit peu du seul domaine aéronautique, vous allez voir, mais dans cette pile-là, il y a 2 bouquins que je relis régulièrement parce qu'ils me plaisent, et c'est 2 livres qui me sont tombés entre les mains un peu par hasard. Enfin, surtout le deuxième, qu'on verra à la toute fin, qui est le roman que j'ai peut-être lu le plus souvent. Parce que j'aime lire et j'aime surtout relire les ouvrages. Parce que quand ils sont bons, c'est un plaisir renouvelé. Alors ok, on perd un peu en surprise, mais quand l'histoire est bonne, l'histoire elle reste bonne, voilà, tout simplement. On va donc parler de roman aéronautique. Alors un roman, qu'est-ce que c'est? Un roman, c'est une œuvre de fiction. On a parlé il y a un mois des récits. Les récits, ce sont on relate un événement qui est survenu à quelqu'un ou à soi-même. Donc c'est quelque chose qui relève du fait réel, qui est proche d'ailleurs du journalisme, quelque part, mais avec une variante un petit peu plus littéraire. Le roman, c'est strictement l'inverse, c'est-à-dire que c'est une œuvre de fiction. On raconte une histoire, elle peut s'appuyer sur des faits réels, elle peut ne pas du tout s'appuyer sur des faits réels et être totalement imaginaire, y compris dans le domaine du roman aéronautique. Alors évidemment, dans le domaine du roman tout court, ça peut aller loin. Par exemple, on a tous lu Harry Potter, voilà, là on ne parle pas de faits réels, on est dans l'œuvre d'imagination totale. Et ça marche très bien. Et on peut avoir des romans qui sont basés sur des faits réels, et on va en avoir quelques exemples ici, et qui vont donner un autre éclairage sur cette histoire-là, ou s'en emparer pour raconter autre chose, peu importe, et on passe un bon moment à lire. Le problème du roman, c'est que quand il est raté, il est raté. Un roman raté, souvent il est raté parce que l'intrigue n'est pas à la hauteur, parce que quelquefois on peut avoir des romans qui ne sont pas forcément extraordinairement littéraires, mais quand c'est écrit avec simplicité et efficacité, si l'histoire est bonne, l'histoire est bonne. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir un plaisir de lecture, pas un plaisir littéraire, mais un plaisir simplement d'histoire, de découvrir une histoire. En fait, la base d'un bon roman, c'est pareil que pour un film. Il y a 3 éléments. Il faut 1, une bonne histoire, 2, une bonne histoire, 3, une bonne histoire. Après, on peut rajouter un élément en disant qu'il faut une expression écrite qui soit correcte, mais on peut avoir de très bons romans qui sont écrits avec du direct, et ça marche quand même très bien. Voilà, donc on va en passer en revue un certain nombre, et on va commencer par un ouvrage dont il a été question sur les commentaires de l'émission précédente sur les récits. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi tu n'as pas parlé du vol de l'intruder de Stephen Kuntz? Pour une raison toute bête, c'est que c'est pas un récit, c'est un roman. Et la distinction entre récit et roman, donc le côté imaginaire, il est très clair et très très bien illustré par ce livre, pour une raison toute simple, c'est un roman qui se base sur des faits réels. Mais c'est pas un récit, on va voir que dans ce récit, il y a une histoire qui
rappelle une histoire vraie qui s'est réellement déroulée au Vietnam, mais les différences que l'auteur introduit dans l'évolution de sa trame montrent qu'effectivement on s'en éloigne et qu'on est dans une œuvre qui relève de l'imagination sur une grande partie. Mais là encore, on a un très très bon roman, je le dis tout de suite, c'est vraiment un très très bon roman, qui s'établit sur des faits réels extrêmement intéressants et que l'auteur a très très bien connu. Donc moi, le vol de l'Intruder, je le découvre peut-être au tournant des années 90. J'ai aucun souvenir du moment où j'ai acheté le livre. Et d'ailleurs, ça, je vous le montre à l'écran. C'est mon exemplaire perso. C'est le premier que j'ai acheté. Il est très fatigué parce que comme tous les romans que j'aime, ça m'arrive de partir en vacances avec, de les trimballer en avion, en train, de les lire dans des endroits incroyables. Oui, il est fatigué, mais c'est un livre de poche, c'est fait pour être trimballé, c'est pas un objet de collection, c'est un livre qui est fait pour être lu. Alors, c'est un roman qui a d'énormes défauts. Il a un énorme défaut, le vol d'un intruder, c'est que la traduction est catastrophique. La traduction du vocabulaire aéronautique. Tout le reste est très convenable parce que sinon ça aurait été abominable. C'est quoi l'histoire? L'histoire, elle est simple. On est au Vietnam en 1972. C'est un équipage de Assis Intruder. On remarquera la pertinence du choix des illustrations pour la couverture du livre de poche de cette histoire. Parce que là, on est sur du Assis Intruder au Vietnam en 1972. Qu'est-ce qui vient faire le B1? Qu'est-ce qui vient faire le F-15? Sérieux? Franchement, dans cette collection-là, les couves, elles sont très rigolotes parce que souvent, elles n'ont rien à voir avec le récit. Je vais juste vous raconter le pitch de l'histoire quelque part, mais je ne vais pas vous donner les clés de l'énigme. Vietnam 1972 sur un porte-avions américain. Un équipage est en mission au-dessus du Vietnam. Jack Grafton et son navigateur McPherson, donc ils sont assis côte à côte. Ils se font tirer dessus par la DCA. McPherson prend une balle, meurt dans l'avion alors que son pilote Grafton essaye de poser l'avion. Et c'est une perte de plus dans une campagne qui est très dure au-dessus du Vietnam du Nord, où les pertes au niveau de l'unité se ressentent. Et ça ulcère de plus en plus Grafton, qui, à l'instar d'un Bolton dont on a parlé déjà précédemment, se retrouve à bombarder des cibles qui n'ont aucun intérêt, qui ne feront pas gagner la guerre, avec des procédures lourdes, avec le risque, si on se trompe, de passer en cour martiale. Et à la fin, il pète un câble, et avec son nouveau navigateur, il se lance dans un raid solitaire, non autorisé, contre une cible non autorisée, pour frapper une cible extrêmement importante, qui, éventuellement, pourrait raccourcir la guerre. J'ai adoré le bouquin, mais pas le film. Il y a effectivement eu un film qui en a été tiré, qui est sorti à peu près en même temps que Octobre Rouge, par exemple, pour vous donner... Et le film est moyen, voire médiocre. Moi, perso, il m'a laissé aucun souvenir, le film, très peu de souvenirs. Le livre, par contre, je le relis régulièrement, en dépit d'un énorme défaut de traduction sur les termes aéronautiques. Et en fait, c'est le défaut le moins grave qui puisse être possible parce que le traducteur a bien respecté la trame, sait très bien ménager les effets, suivre ce que l'auteur veut indiquer. Simplement, il y a des erreurs de termes. Mais de fait, quand on lit l'histoire, qu'on parle d'une crosse d'appontage ou d'un crochet d'appontage, c'est agaçant quand on connaît bien le milieu. On se dit, on pouvait ne pas tomber dans le piège. Mais quelque part, ça ne nuit pas à la trame et à l'histoire. Donc, on s'en sort pas mal. Le livre est copieux. La version de poche, elle fait 600 pages. Ici, vous avez la version Incarto. Donc, voilà mon exemplaire aussi. Donc, l'édition originale, française, de chez Albin Michel. Donc, c'est aux alentours de 1988 que l'ouvrage sort. C'est ça, 86 aux États-Unis et sorti en France chez Albin Michel en 88. C'est un livre qui s'appuie sur des faits réels, et d'autant plus que Stephen Kuntz, l'auteur, était lui-même pilote de Assis Intruder dans l'US Navy, qu'il a fait 2 tours au Vietnam. Et ces 2 tours au Vietnam, lui, il les a fait par contre en période 1972. L'ouvrage est excellent, l'histoire est très bonne, elle est aussi très inspirée du vécu de l'auteur, qui donc, comme je l'ai expliqué, était lui-même pilote de Assis Intruder.
Et en fait, il s'appuie sur une histoire vraie. Et là, on va passer à autre chose. C'est que cette histoire vraie, sur laquelle Grafton s'appuie, elle l'a touché d'assez près. Et en fait, c'est devenu le sujet de l'article que j'ai publié donc en 2021 dans le Fana. Alors, ce qui s'est passé dans cette histoire, en 2021, début 2021, je passe à la rédaction du Fana, comme le font normalement les auteurs. On se dit, tiens, on va manger avec Alexis. Puis, en général, on repart avec du boulot. Et moi, il m'a dit, tiens, en fait, j'ai découvert qu'il y avait un avion sur lequel on n'avait jamais fait une seule couve. Faudrait peut-être qu'on s'en occupe. On est à 600 numéros du Fana. Il y a un grand nombre d'avions qui n'ont jamais eu l'honneur de la couverture. Il y en a qui l'ont eu plein de fois, le Concorde encore dernièrement. Mais cet avion-là, devine quel avion n'a jamais fait la couve du Fana. Alors moi, je sèche. Évidemment, j'ai sorti des bêtises. Le Howard 500, le Beaver. Ouais, non, ça va pas, c'est pas ça. Non. Le Assis Intruder. Ah, le Assis Intruder n'a jamais fait la couve du Fana. À la limite, c'est pas très grave, parce que c'est quand même pas l'avion qui est le plus vendeur. Ouais, mais quand même, il y a de l'histoire là-dessus. Puis vu que tu as bossé pas mal sur la guerre du Vietnam, tu devrais t'en occuper. En gros, c'est un ordre. Tu vas me faire un papier, tu me fais un 12 pages pour le mois de novembre sur le Assis Intruder. Alors moi, les chasseurs, ça va, mais les bombardiers... Et puis, ayant lu et ayant adoré le vol de l'Intruder, quelque part, bon, ça m'a pas... Enfin, j'ai râlé pour le principe, quoi. Et puis je commence à bosser. Je rentre à la maison, je bosse, je sors un petit peu tout ce que j'ai sur la guerre du Vietnam, je fouille dans les bouquins. Et je tombe sur cette histoire de raid solitaire qui a inspiré le roman. Je me dis, ça, effectivement, c'est pas mal. Je commence à gratter et je me rends compte des liens entre l'histoire de Stephen Kuntz et ce raid. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1967, sur une des croisières je crois que c'était sur le Constellation, il y avait à bord l'unité de bombardement, le VA-196. Main Battery. Cette unité-là, en 1967, elle fait une croisière sur un porte-avions et ça se passe extrêmement mal. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais en gros, ils perdent leur commandant en mission et ils ont, au cours d'un même raid, un raid de 4 avions, il y a 3 avions qui sont abattus, dont 2 qui disparaissent, sans doute abattus par des MiG chinois. Donc ça, au niveau de l'ambiance au sein de l'unité, ça a bien tapé. Donc il y a des renforts qui sont appelés pour compléter les effectifs de l'unité pour finir la mission. Et donc, il y a des gens qui viennent d'une unité qui était dans l'État de Washington, et qui sont volontaires pour venir terminer la croisière au Vietnam. Donc, le fameux équipage Bull et Hunter. Et à cette époque-là, une des cibles privilégiées de l'aviation navale américaine, c'est à Hanoï. À Hanoï, il y a le fleuve et il y a un pont, le pont Paul Doumer, qui a été construit par les Français, qui est un pont qui a la particularité d'être à la fois routier et ferroviaire. Et il n'y a qu'un seul pont pour traverser le fleuve. Et le fleuve est large, donc autant dire que couper le pont, c'est couper beaucoup d'approvisionnement sur la ville, c'est couper beaucoup de flux de munitions, par exemple. Et puis en plus, en coupant un pont, on coupe les relations routières et ferroviaires. Donc on imagine la cible. Et très nombreuses reprises, les bombardiers et les chasseurs bombardiers américains ont attaqué ce pont qui, avec une construction type Eiffel, était en réalité très très difficile à casser. Mais régulièrement, le pont était interrompu pour travaux parce qu'il y avait une bombe qui avait tapé, il y avait des arches à remplacer, et puis un petit peu de métal à remettre. Le pont était coupé pendant 3 mois, donc pendant 3 mois, il fallait continuer à faire circuler les wagons. Et donc, les Vietnamiens ont installé une dérivation de la ligne ferroviaire vers le fleuve, et au bord du fleuve, là, ils ont mis des voies de garage, et puis ils ont mis un système de ferry pour transporter les wagons d'une rive à l'autre du fleuve. Ça, les avions de reconnaissance ont repéré l'endroit, on dit ça c'est une bonne cible, on va la taper. Et ils ont envoyé des Assis Intruder, et justement la mission qui a été très marquée, qui a marqué la VA-196, c'était une mission qui allait frapper notamment cette cible. Et comme les procédures d'attaque américaines étaient toujours les mêmes, ils ont envoyé 3 box d'avions. Le premier tape, le deuxième bénéficie encore de l'effet de surprise, et le troisième, il se fait canarder. C'est là qu'arrivent les pertes. Et donc, avec ces pertes-là, et ils n'arrivent pas d'ailleurs à taper le nœud ferroviaire quelque part.
Et au moment de relancer un raid, il y a un changement de tactique qui est initié aussi un petit peu par l'équipage Bully Hunter qui disent mais le Assassin Intruder, il a un système d'armes qui est extraordinaire, il a des systèmes de navigation qui vont bien, il emporte, je crois que c'est quasiment 10 tonnes de bombes, donc c'est un bombardier lourd quelque part, et vu la cible, un avion isolé pourrait éventuellement bénéficier d'un effet de surprise, pas attirer la chasse et avoir une efficacité de bombardement efficace. Banco, on y va. Et Bully Hunter, dans la nuit du 30 au 31 octobre 1967, partent seuls, bombarder ce nœud ferroviaire, mettent les coups au but, évitent tous les SAM et rentrent à la maison. Et à partir de ce moment-là, il y a un petit changement tactique qui fait que de temps en temps, les Assassin Intruder vont lancer des raids donc massifs, mais aussi des raids isolés sur des cibles bien précises pour faire une frappe décisive. Et ça a eu aussi comme conséquence de remonter le moral, de rebooster le moral au sein de l'unité VA-196, et qui termine donc son tour d'opération avec effectivement des pertes, mais aussi quelques hauts faits d'armes, parce que pour cette mission solitaire, la première sur Assassin Intruder en octobre 67, Bully Hunter ont eu la Navy Cross, qui est la plus haute décoration accordée à un marin aux États-Unis. Ce qui est vraiment une très très haute décoration. Il y en a eu relativement peu de décernés pour des pilotes de l'ASIS au Vietnam. Je crois qu'il y en a une dizaine au total pendant la guerre du Vietnam pour des pilotes d'Intruder. Pour des équipages d'Intruder, puisque les navigateurs y avaient droit aussi. Forcément, ils jouent un rôle essentiel. Et là où cette histoire rejoint le roman, c'est que Stephen Kuntz fait ses missions au Vietnam en 71 et 72 au sein de la VA 196. C'est-à-dire qu'il est dans l'unité où cette histoire-là s'est passée. Et quand on lit le vol d'Intruder et qu'on se souvient de cette histoire, il y a des différences avec la réalité dans le sens où le raid de Bully Hunter, il est parfaitement légal et parfaitement organisé, mais ce que décide de faire l'équipage Grafton dans le livre, de façon illégale, ça relève de la même démarche, c'est-à-dire qu'on a des pertes et on décide de se venger. Et quand l'ouvrage, en plus, est extrêmement bien écrit, parfaitement documenté, oui, forcément, Stephen Kuntz, il savait de quoi il parlait, ça donne un très très bon roman. Alors évidemment, il y a des petits problèmes de traduction. En fait, c'est des problèmes de traduction de termes techniques. Donc, c'est pas un problème aussi grave que ça. On peut le lire en français. Bon, on s'arrache un peu les cheveux sur certains trucs où le traducteur s'est fait avoir. Mais ça passe très bien. Flight of the Intruder, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, foncez. Si vous voulez le lire en anglais, allez-y, foncez. Si vous voulez le lire en français, allez-y, foncez. Je pense qu'il n'est plus disponible en neuf. On doit pouvoir le trouver d'occasion à des prix ridicules parce que c'est des gros tirages. C'est pareil, en poche, si on vous en demande 10 € pour un poche, c'est non. Si on vous en propose 5 €, commencez à réfléchir, mais à 2 €, là, il ne faut pas hésiter. Et pareil en format standard. Une dizaine d'euros, ça ne vaut pas plus aujourd'hui. Parmi les ouvrages recommandables de Stephen Kuntz, il y a aussi celui-ci qui est réellement la suite du vol de l'Intruder. On prend les mêmes personnages, ils survivent à la guerre du Vietnam. Je vous ai donné un indice. Et ils sont engagés dans une opération spéciale qui, elle aussi, fait une bonne histoire parce qu'elle est aussi inspirée d'un fait réel. C'est l'affaire du Mayaguez. Le Mayaguez, c'est un navire américain qui, en 1975, a été capturé par les Khmers rouges au large du Cambodge. Et alors, ça se passe du 12 au 15 mai 1975, sachant que Saïgon est tombé quelques jours plus tôt. Donc vous avez une humiliation totale des États-Unis avec une évacuation des ambassades par hélico et l'obligation de laisser les troupes alliées sur place qui risquent de se faire massacrer. Donc c'est vraiment les États-Unis qui quittent Saïgon. Eux n'étaient plus impliqués dans la guerre, mais malgré tout, ils avaient toujours du soutien au Sud-Vietnam. Donc le Nord-Vietnam envahit le Sud et Saïgon tombe, je crois que c'est fin avril 1975. Et 15 jours plus tard, les Khmers rouges, qui sont en train de prendre le pouvoir au Cambodge, s'emparent d'un navire américain et de son équipage. L'humiliation. Réaction américaine, commando, Marines, combat.
Il récupère le bateau, il récupère l'équipage. On compte une 60aine de morts chez les Khmers rouges. Je crois que c'est aux alentours d'une 30aine de morts du côté américain, où il y a 15 morts et 3 disparus pendant les combats, et 23 tués dans un accident de CH-53 au moment de la mise en place des troupes. Et sur ces opérations de combat, il y a un énorme appui aérien, y compris avec des gunships. Donc cette histoire-là, Stephen Kuntz la reprend à sa main. Il implique Jack Grafton dedans. Et il en tire un récit de guerre aérienne qui est honnêtement, alors, un ton en dessous du vol de l'Intruder, mais un bon roman aéronautique malgré tout, oui, très fréquentable. Et donc ça fait partie, autant si j'ai lu et relu Le vol de l'Intruder, Les Guerriers du Ciel, j'ai dû le lire au moins 2 fois, et ça fait partie des ouvrages que si un jour j'ai envie de lire un truc et que j'ai rien sur la table, ça peut repasser en relecture. Donc celui-là, je vous le reconseille. Même conseil, celui-là ne doit pas être très disponible, donc d'occasion, et à des prix raisonnables. Ça ne vaut pas le coup de mettre 50 balles là-dedans, surtout pas. Et dernier ouvrage de Stephen Kuntz, que je vous présente rapidement, le dernier vol. Là, Grafton laisse tomber le A6 Intruder, il passe sur F-14 Tomcat. Ouais! Alors c'est une histoire là un peu plus acabrantesque, beaucoup moins inspirée de faits réels. L'histoire principale, c'est globalement des terroristes qui cherchent à s'emparer de bombes nucléaires à bord d'un porte-avions américain qui fait escale dans un port en Europe. Ceci dit, la mission finale est très inspirée de l'interception des terroristes de l'Aquilée Lahoro au-dessus de la Méditerranée à la fin des années 80, si je ne fais pas d'erreur. Mais oui, c'est un peu inspiré, puis il y a du Tomcat, c'est sympa. Alors, après, Stephen Kuntz, il a écrit beaucoup d'ouvrages, des historiques, des choses comme ça, mais dans sa série de romans et autour de son principal personnage qui est Jack Grafton, après le dernier vol, Grafton devient amiral et les ouvrages vont s'orienter moins vers des romans aéronautiques, mais plus vers du techno-thriller, du livre d'espionnage, de la politique fiction, un petit peu à la Tom Clancy. Alors après, on suit pas. Autant sur les récits, les romans purement aéronautiques, je trouve Kuntz très très bon. Autant ce qu'il a fait après derrière, c'est du sous Clancy. Donc du coup, on va parler de Tom Clancy, qui lui, par contre, dans ce domaine-là, est un maître. Et même si chez Tom Clancy, il n'y a pas de roman a priori 100% aéronautique, l'aéronautique est très présent chez Clancy et je vais vous donner quelques exemples. Alors, ça c'est un débat que j'ai eu avec plein de confrères. On a tous, quand on s'intéresse à l'aviation, à ces domaines-là, on a tous plus ou moins lu du Tom Clancy. Évidemment, il y a À la recherche d'Octobre Rouge, qui est un excellent roman, mais vraiment excellent, et qui a donné lieu à un film lui aussi excellent, contrairement à l'Intruder. Pour beaucoup, Octobre Rouge, c'est le meilleur roman de Tom Clancy. Je suis pas loin d'être d'accord, mais pour d'autres, le chef-d'œuvre de Tom Clancy, c'est Tempête Rouge. Et si on en parle aujourd'hui, c'est que dans Tempête Rouge, il y a une partie aéronautique qui est très intéressante. Alors, l'histoire de Tempête Rouge, c'est simple. On est dans les années 80, la Russie envahit l'Islande. Et là, il y a une confrontation mondiale. Exactement, la crainte, c'est un livre qui est écrit au cœur de la guerre froide. C'est un des scénarios possibles de la fin de la guerre froide, ou du passage d'une guerre froide à une guerre très chaude. Et Tom Clancy, pour écrire ce livre, il le raconte pas un peu partout, il s'est inspiré d'un jeu de plateau, d'un jeu de stratégie. Et autour de ce que le jeu de stratégie donnait comme information militaro-technique, il a bâti un roman à plusieurs couches, comme il en avait d'habitude. Il y a plusieurs histoires qui s'additionnent, des histoires distinctes qui tout d'un coup se coordonnent et arrivent à un épilogue cohérent. Et dans ce roman, Tempête Rouge, il y a beaucoup d'aviation. Il y a participation, par exemple, du porte-avions Foch avec ses Crusaders. Il y a beaucoup de combats avec les bombardiers russes qui attaquent des navires. Et donc, c'est un ouvrage qui, quand on s'intéresse à l'aéronautique, est très intéressant. C'est surtout un très bon roman. Alors là aussi, c'est du copieux. 950 pages. Donc, autant dire que ça fait quelques soirées peinards, mais vraiment peinards. Il y a beaucoup de rebondissements. Il y a de très belles histoires. Il y a des personnages qui sont vraiment très sympas. Il y a
un météorologue qui part avec des commandos en Islande, dans le désert islandais, et à qui il arrive plein de choses. Et non, c'est vraiment un très très bon roman. Et donc, il y a de l'aéronautique dedans. Donc ça aussi, on vous conseille le Tom Clancy. Mais moi, dans le débat des quel est ton Tom Clancy préféré, ma réponse est celle-là, sans aucun remords. Et ça, c'est un des livres particuliers de Tom Clancy. C'est un ouvrage qui s'intègre dans ce qu'on appelle l'univers de Jack Ryan, qui est son personnage principal, qui est un espion de la CIA qui finit président des États-Unis, et qui est le héros d'une vingtaine de romans au total, dont une douzaine ont été écrits par Tom Clancy, et d'autres ont repris la suite après la mort de Tom Clancy il y a une douzaine d'années. Ça, c'est un roman qui est en fait un très très bon polar, et dans ce polar, il y a une partie aéronautique qui me touche. Alors, on va être très clair, c'est un de mes polars préférés. C'est un livre que j'ai lu 3 ou 4 fois sans problème et que je relirai encore, qui est fondateur dans l'histoire de l'univers de Jack Ryan, parce qu'il fixe un des personnages essentiels de cet univers, qui est John Clark, qui est le commando, qui est le bras armé de Jack Ryan. Et ça, c'est sa première aventure. Et en fait, c'est pas un techno-thriller comme le faisait Tom Clancy. C'est un vrai livre d'aventure, c'est un vrai polar. En fait, l'histoire, elle est simple. C'est John Clark, à l'époque, il s'appelle John Kelly. C'est un SEAL, un ancien SEAL qui a combattu au Vietnam. Donc les SEAL, c'est des commandos marines, forces spéciales marines, donc des gens qui ont des capacités assez intéressantes. Ce sont des Navy SEALs, par exemple, qui ont descendu Ben Laden. C'est eux qu'on a envoyés au combat pour cette mission-là. Et donc, John Kelly est un SEAL qui a fini le Vietnam, qui perd sa femme dans un accident de voiture, qui rencontre une nana comme ça en partant, alors je sais plus, il va s'installer, je sais plus où, il croise une nana, il s'avère que la nana est une ancienne camée, une ancienne prostituée, et elle retombe entre les mains du réseau qui s'occupait d'elle. Elle finit péniblement. Là, vraiment, il y a une mort qui n'est pas rigolote du tout. Ça énerve un petit peu notre John Kelly, qui décide de se venger et de prendre sa vengeance sur les trafiquants de drogue. Alors, au niveau vengeance, roman de vengeance, si votre référence, c'est Le Comte de Monte Cristo, par exemple, qui est un récit, un roman qui est un roman d'une vengeance. Franchement, Le Comte de Monte Cristo à côté de John Kelly, c'est un gentil poète, parce que là, lui, c'est un vrai méchant, c'est un tueur, et il met les moyens qu'il faut. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que le volet aéronautique, il est compris dans le roman, et comme d'habitude avec Tom Clancy, il y a 2 histoires en une. C'est que vous avez d'un côté l'histoire de sa vengeance, qui est c'est un polar extraordinaire, et ça flatte un petit peu le côté sadique qu'on peut avoir, et voir une belle vengeance, ça fait des bons films quelque part. Et il y a une histoire aéronautique, tout simplement parce qu'en tant qu'en Navy SEALs, la CIA lui demande d'aller récupérer au Vietnam un pilote de F-105 qui a été abattu. Et on a toute une partie de l'histoire sur la détention des pilotes de F-105 au Vietnam, ce qui est un sujet qui, moi, me touche beaucoup. Et on le retrouve là, dans ce récit. Donc, à la fois, on a un très, très bon polar et quelque part un documentaire sur la détention des pilotes américains au Vietnam. Les deux en un, les deux qui s'embrayent bien, parce qu'en fait, il est au cœur de sa vengeance, mais à un moment, la CIA lui dit « Bon, on va faire un tour au Vietnam », et quand il revient, il finit sa vengeance. Et cette mission au Vietnam a un impact réel sur le dénouement de l'histoire. Et le dénouement de l'histoire, c'est qu'il était John Kelly et devient John Clark. Et tous ceux qui ont lu Tom Clancy connaissent le personnage de John Clark et son importance. Et là, c'est la naissance de John Clark dans ce livre-là. Et il y a un lien avec l'aéronautique. Alors, je suis d'accord, le lien est ténu. C'est un petit lien, mais en même temps, c'est 2 très bonnes histoires en une. Et ça fait partie des romans. Pour moi, c'est un roman aéronautique, partiellement aéronautique. Mais comme ça fait partie des romans qui m'ont le plus emballé, et voilà, j'en parle, c'est strictement personnel. Après, si vous l'avez lu, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous ne l'avez pas lu, je pense que vous pouvez tomber dessus chez un broc, et pareil, quand c'est pas trop cher, n'hésitez pas. Je l'avais qu'en version poche, et comme tous mes poches, lu et relu, il a bien souffert. Il y a quelques jours, à Paris, je suis tombé chez un libraire d'anciens, de livres d'occasion, sur une édition, donc l'édition standard Albin Michel, en très très bon état.
avec même le petit coffret, j'ai payé ça 2 €, donc j'allais pas me priver. Et là, par contre, dans ma collection, là, ça fait très joli, je suis très content. Il y a eu une adaptation au cinéma de Sans aucun remords. Ils ont mis des années et des années à le monter parce que les droits, parce que le réalisateur, parce que les acteurs. Un bordel, je vous raconte pas. J'ai vu le film. Ah non, faut pas y aller. Non, fallait pas. Vraiment, n'y allez pas. En fait, c'est simple. Ils ont pris le livre, ils ont acheté les droits, ils ont écrit un scénario. C'est simple, ils ont gardé le titre. L'histoire a rien à voir. Il y a nul. Et en plus, non, à chier. Voilà, je vais être grossier. Le film est à chier. Alors que là, il y avait l'occasion de faire un polar. Même si on enlève la partie Vietnam, la partie F-105 qui est effectivement datée, de remettre un commando SEAL dans l'univers des trafiquants de drogue et la façon dont il peut se venger sans se faire gauler et de façon très, très ciblée, il y avait de quoi faire un très 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 bon film. Ils ont fait de la merde. Le film, il porte le nom Sans aucun remords. Et je pense que le film en VO, c'est Without Remorse. Et en français, c'était Sans aucun remords. Ils ont osé garder le titre alors que rien. C'est vraiment une merde totale. Piratez-le. Voilà, ne le regardez pas, ne le louez pas. Piratez-le. C'est un film qui ne mérite que ça. C'est un de mes romans préférés. J'attendais un peu qu'il fasse un film. Puis surtout, il y a de la matière, quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Les anglo-saxons sont très forts sur les romans aéronautiques. En français, j'ai plus de mal à en trouver des potables. Mais allez, c'est parce que l'auteur était aussi un ami et que je voulais lui rendre hommage. Romain Chambost, journaliste aéronautique, mais aussi ancien pilote de l'armée de l'air, pilote de chasse et de bombardier. Il a dû faire du Vampire, il a fait du A26 Invader, et je crois qu'il a fait du Vautour, mais sur le Vautour, je suis pas sûr. C'est un Orsa, donc il fait ses 15 ans d'armée, et puis derrière, il est devenu journaliste à Sud-Ouest, et puis c'est quelqu'un qui savait réellement écrire. Et il a écrit beaucoup de livres, vraiment beaucoup. Je pense que j'ai pas sa bibliographie complète en tête, mais je pense qu'il a au moins une vingtaine de livres à son actif, et des très bons, parce qu'il a eu des prix. Il a eu des prix littéraires, il a eu un diplôme de l'Aéroclub de France, enfin c'était un auteur reconnu. C'était aussi un monsieur absolument délicieux, quelqu'un de gentil, c'était un plaisir de discuter avec lui de tout, d'aviation, c'était un passionné, c'est un monsieur qui a fait 3500 heures de vol dans l'armée de l'air, qui derrière était journaliste, mais il a fini avec 6700 heures de vol parce que il passait ses week-ends à faire de l'instruction en aéroclub. C'était quelqu'un qui aimait voler, qui aimait les avions, qui les connaissait extrêmement bien et qui, en plus, avait une plume délicieuse. Et il a pondu. Il a écrit au moins 3 romans que je vais vous présenter, qui ont tous été publiés chez Jean Picolec dans les années 80. Il y a celui-ci, Les Chevaliers de l'Apocalypse. L'histoire est simple. C'est un équipage de Mirage 4 qui part pour une mission qui est sans doute une mission de bombardement nucléaire, parce que ça se passe au milieu d'un contexte de crise internationale, et en fait ils partent avec une bombe nucléaire, et tout le roman c'est on va la larguer ou pas, la bombe, et qu'est-ce qu'on va devenir. Et c'est comme beaucoup de romans qui s'appuient sur des faits réels et qui sont écrits par des gens qui sont du milieu, et ça donne un bon roman. C'est pas un roman incontournable. Si vous tombez dessus, lisez-le. Ça vaut peut-être pas le coup de le chasser, mais si vous tombez dessus, c'est quelque chose à lire. Il a aussi écrit celui-ci, qui s'appelle Little Boy, toujours chez le même éditeur. Alors après, je sais plus lequel est apparu en premier. On retrouve la notion de nucléaire dedans, puisque là, c'est un roman qui se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire est simple. Un aviateur américain de haut rang est abattu au-dessus du Japon fin juillet 1945, et il est emmené dans un camp de prisonniers du côté d'Hiroshima, et c'est quelqu'un qui est dans le secret, qui sait que Hiroshima est une cible possible pour une arme de destruction massive.
c'est un roman un peu introspectif où le militaire va essayer de voir s'il peut prévenir, s'il doit prévenir les Japonais. Et je vous laisse le découvrir. C'est pas un roman facile, c'est pas un sujet évident, c'est pas un roman d'aventure du tout. C'est quelque chose qui parle de choses extrêmement sérieuses. Le nucléaire, le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est quand même pas un sujet très rigolo. Mais justement, on peut s'emparer de ces faits-là pour leur donner un autre éclairage en inventant une histoire dessus. Et quand l'histoire est cohérente, après tout, et c'est vrai, il me semble que c'est un fait avéré, il y avait des prisonniers de guerre qui ont été tués dans le bombardement d'Hiroshima, mais bon, il y avait des prisonniers de guerre entre les mains du Japon un peu partout, donc d'ailleurs, je ne sais plus si c'est Hiroshima ou Nagasaki, mais bon, ça, c'est une histoire qui repose sur des faits réels, et puis derrière, il y a le travail de l'écrivain qui permet d'éclairer l'histoire d'une autre façon. C'est du bon roman parce que surtout c'est servi par une plume, par quelqu'un qui sait écrire, qui sait mener un suspense, qui sait amener des réflexions un petit peu à ce que faisait Saint-Exupéry par exemple, des récits d'aviateurs, tout simplement. Et là on est dans cette lignée-là. Ce sont des romans, alors je ne suis pas sûr que c'est des romans qui aient eu un grand succès en termes de vente, mais ils ont été reconnus et certains ont eu des prix. Il me semble que Chevalier de l'Apocalypse a eu un prix littéraire, ce qui est tout à fait mérité. Le troisième roman de Germain Chambost est peut-être le plus intéressant, qui s'appelle Mirage au Tchad. Encore une fois, Germain Chambost, très introduit dans les milieux militaires, puisqu'il est fini colonel de réserve quand même. Il n'avait pas oublié son lien avec les armées, même du temps où il était journaliste. Il sort ce livre-là en s'inspirant d'une histoire qui est très connue, qui est la mort du capitaine Crossi en 1984 au Tchad. Bon, là, dans son roman, il s'empare de l'histoire. C'est plus des Jaguars, c'est des Mirage F1, mais et puis c'est pas tout à fait le même final. Mais ça relève, encore une fois, de l'interprétation des faits réels par quelqu'un qui connaît bien le milieu et qui, de fait, sort une histoire cohérente, bien écrite. Après, on adhère ou on n'adhère pas. C'est pas le roman qui m'a fait le plus rêver, mais ça reste une réflexion intéressante sur le sens du devoir, sur le métier de militaire, sur le métier de pilote de chasse aussi, sur les missions en OPEX, sachant que l'affaire Crossi, réellement, si on la raconte, c'est une affaire très difficile parce qu'il y a plusieurs points. Bon, la vraie histoire, c'est Michel Crossi était pilote de Jaguar au Tchad, il est abattu au cours d'une mission. Il s'éjecte trop tard, enfin il s'éjecte hors domaine, donc il est tué dans l'accident de son Jaguar, et derrière il y a des histoires abominables. Il attendait l'autorisation de tir, or les procédures faisaient qu'il fallait, pour pouvoir tirer sur la cible qu'il avait détectée, il était en mission pour détecter une cible, il trouve la cible, il est obligé d'appeler le ministre pour avoir l'autorisation de tir, ce qui est quand même un truc... Là on se retrouve un peu au Vietnam, là. Donc le temps qu'il orbite, il se fait tirer dessus. Et puis derrière, il y a des histoires abominables sur la façon dont les médias ont traité la famille de Michel Crossi. Et là, quand vous en parlez à des militaires qui ont connu ça, je dis, il y a des noms de journaux et des noms de militaires avec des adjectifs qui sifflent très 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 fort. Paris Match en particulier. Pour avoir discuté il y a quelques années avec un général de l'armée de l'air qui connaissait vraiment l'histoire et qui connaissait Michel Crossi, j'ai senti à discuter avec lui le sujet qui avait encore c'est un sujet de crispation pour certains. Si la base aérienne de Bordeaux aujourd'hui s'appelle Michel Crossi, c'est d'une part parce que c'est effectivement le seul pilote de chasse mort en service aérien commandé, mort pour la France depuis la fin de la guerre d'Algérie, si mes souvenirs sont bons, puisqu'on n'a pas eu de perte en Afghanistan, on n'a pas eu de perte en Libye, on n'a pas eu de perte au Levant, oui c'est ça. Donc c'est le dernier pilote mort en service aérien commandé pour la France, mais c'est aussi parce que il y a eu un problème de gestion de la presse par l'état-major notamment, qui fait que les militaires ont voulu marquer le coup de façon très, très ferme, et que Michel Crossi est devenu l'exemple de ce qu'il fallait pas faire dans la gestion de ces histoires de crash et de perte au combat. En fait, l'armée de l'air, à ce moment-là, n'était pas... il n'y avait pas les procédures. Aujourd'hui, il y a des procédures. Quand il y a un crash, il y a un certain nombre de procédures sur les bases qui sont mises en place immédiatement pour éviter que les noms des équipages partent trop vite dans la presse.
pour qu'on puisse prévenir les familles convenablement selon un protocole précis, de façon à les prendre en charge, et que vous imaginez une femme qui apprend la mort de son mari en regardant Internet, quoi. Pour éviter ce genre de problème, aujourd'hui, il y a des procédures qui sont mises en place. À l'époque, ce n'était pas le cas. Ça a été un petit peu l'anarchie. Il faut dire que l'armée de l'air n'était pas prête, ça n'avait pas été confronté au problème. Et Michel Crossi, aujourd'hui, dans l'armée de l'air, a servi à ça, notamment, entre autres, d'avoir été aussi un pilote flamboyant et une carrière très prometteuse. Germain Chambosse s'est donc emparé de cette histoire-là pour raconter à sa manière l'histoire de Michel Crossi, avec suffisamment de différences pour que ça ne rentre pas dans ces polémiques-là, mais pour bien expliquer le rôle du militaire. Et ça, c'est un bon roman, c'est un très bon roman, et il me semble qu'il a été aussi récompensé de prix littéraires, notamment. C'est pas le prix de l'Aéroclub de France qu'il a eu pour celui-là. Et c'est mérité. Et Germain nous a quittés en 2021. Il avait 86 ans. Il faisait pas son âge. Il est resté actif jusqu'à la fin. Il relisait notamment les ouvrages, les articles chez JPO Éditions, chez Altipresse, chez lequel il avait publié des livres aussi. Moi, j'avais travaillé avec lui justement pour la relecture d'une de mes traductions. Il était venu ici à la maison pour travailler avec moi pendant une après-midi sur un manuscrit que je devais rendre. On avait mangé ensemble, on avait discuté ensemble, il m'avait raconté une partie de son histoire. C'est quelqu'un qui, notamment quand il était pilote sur B-26, il a participé au bombardement de Sakiet. Sakiet, qui était une ville en Tunisie, qui a été bombardée par les forces françaises. Malheureusement, il y a eu beaucoup de victimes en Tunisie, et aujourd'hui, c'est un objet de ressentiment aussi avec la Tunisie. Mais la conséquence du bombardement de Sakiet, ça a été des polémiques politiques en France énormes. Et en fait, c'est le point de départ, le bombardement de Sakiet est le point de départ de la chute de la 4e République et de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1958. Et moi, quand je voyais Germain, quand on me demandait de le présenter ou quand j'en parlais, je disais « Ah, c'est l'homme qui a fait tomber la 4e ». C'est pas faux. Et surtout, Germain est un auteur intéressant, vraiment. Peut-être pas tant sur ses romans que sur d'autres livres dont on parlera peut-être un jour. Il a un livre sur le Rafale, sur le volet politique du Rafale, qui est admirable. Il a fait un documentaire aussi sur les enquêtes et les enquêteurs du BEA chez JPO Éditions. On en reparlera un jour parce que c'est quelqu'un qui travaillait vraiment très sérieusement et qui écrivait extrêmement bien. Et à propos de livres qui sont extrêmement bien écrits, bien documentés, voilà le contre-exemple total et absolu de tous les livres de ma collection. Je crois que celui-là est un des pires, et c'est pour ça que cette émission s'appelle Les romans que vous devez lire ou pas. Celui-là, c'est le ou pas. Et c'est con parce que c'est un sujet qui, moi, m'intéresse. C'est les bombardiers d'eau. Mais ce livre est lamentable. Et on va s'arrêter 2 minutes dessus pour vous expliquer pourquoi des fois les romans sont ratés, et celui-là est particulièrement raté. Il faut une bonne histoire, et puis, si possible, avoir quelques compétences techniques dans le domaine. Ce livre-là, l'histoire, je suis incapable de vous la raconter. Ça se passe au moment de la création de la base de la sécurité civile, donc à Marseille. L'auteur s'est inspiré de personnages réels, notamment Claude Lelouarn, mécanicien navigant, qui était parmi les pionniers de la base, qui était quelqu'un qu'on connaissait bien, que je connaissais bien, quelqu'un que j'adorais, qui est décédé lui aussi. Lui est décédé en 2022, pareil, il avait pas loin de 90 ans. Et l'auteur s'est emparé de cette histoire et a écrit un roman. Sauf que, visiblement, le garçon... c'est pas un romancier, c'est quelqu'un qui écrit, notamment qui est scénariste pour des séries télé. Donc autant dire qu'au niveau qualité d'écriture, il faut avoir des idées d'aventure, mais la qualité d'écriture entre pas en ligne de compte. Et là, sur ce roman-là, le style est à... Ouais, on va le dire, est à chier. Vraiment, le style littéraire utilisé dans ce livre est à chier. Les détails techniques sont à chier. Il n'y a rien qui va. Par exemple, je me souviens d'une séquence où l'auteur explique il faut que le Catalina aille plus vite. Donc, il explique doctement dans le livre que il passe les hélices en drapeau. Bon, si vous ne connaissez pas trop l'aéronautique, l'hélice en drapeau, c'est l'hélice dans le sens du vent. Et c'est à ce moment-là, l'hélice, elle tourne, mais elle ne tracte plus rien. Donc, c'est une aberration technique. Voilà. Et ce livre-là se veut être un hommage aux pompiers du ciel, sujet sur lequel on peut écrire des romans, il n'y a pas de problème, mais celui-là, il
Il est raté, donc en fait, puis déjà même la 4e de couverture, ça va pas. Catalina est le surnom donné au premier avion bombardier d'eau, le Canso PBY-5A. Non, le Catalina est le surnom donné à un avion de la Seconde Guerre mondiale qui, après la guerre, est devenu bombardier d'eau. En juin 63, gna gna gna, écrit d'après des faits authentiques, ouais, alors ça je demande à voir, s'inspire de la vie de 2 pilotes de l'époque, c'est vrai, et retrace la naissance de cette base mythique, ouais, destiné aux passionnés d'aviation, ouais, le récit au parfum de mâches et des têtes brûlées, ah oui, c'est sûr, là, sur le côté, comment dire, sur le côté... on prend une histoire et puis on fait un truc un petit peu amusant, mais pas sérieux. Transportera le lecteur au cœur de Marseille des années 60 dans la traque d'un pyromane en milieu humour, ouais, histoire d'amour, sans intérêt, et action. C'est un superbe hommage, superbe, gna 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 gna, car les Canadaires font l'admiration de tous, oui, sauf qu'il n'y a pas de Canadaires dans le livre. Récit très détaillé, ouais. Il y a des erreurs de vocabulaire, il y a rien qui va. Parmi les scènes, par exemple, c'est censé se passer en 63. À bord d'un Catalina, il y a un équipage qui est gêné par une planche à voile. Ça, c'est un fait, c'est un des épisodes extraordinaires du livre. Pour moi, les planches à voile, les premières, elles arrivent dans les années 70. C'est très, très à la mode dans les années 80, même moi j'en ai fait. Mais dans les années 60, des planches à voile, surtout du côté de Marseille, je demande à voir. Donc en fait, c'est farci de trucs comme ça. Effectivement, tout jeune, l'auteur lisait Flight et Cosmos plutôt que Pif et Superman. En fait, je suis persuadé du contraire. Voilà. Et donc ça, c'est un livre, hop, ça sert à ça. Puisqu'on parlait de l'aérobibliothèque, ça c'est un livre que j'ai reçu pour l'aérobibliothèque. Alors quand vous allez sur notre site et vous tombez sur un avertissement qui dit « Après lecture, les aérobibliothécaires n'ont pas retenu cet ouvrage dans leur sélection », ça veut dire « Ce livre est une merde, ne l'achetez pas ». Mais il y avait des choix à faire avec Philippe Ballarini quand on a commencé l'aérobibliothèque, c'est qu'effectivement un mauvais livre, il fallait le dire. Sauf que en mettant le livre en avant à la une de l'aérobibliothèque, quelque part on lui faisait un petit peu de pub. Puis surtout, et ça m'est arrivé, il y a des fois on tombe sur des bouquins où on a envie d'être méchant. Et en fait, faut pas. En fait, si le livre est pas bon, faut pas en parler, c'est tout. Voilà, ce que j'ai fait, quelque part, est une erreur. Sauf que l'ouvrage a 10 ans, il a fait sa carrière. Peut-être qu'en parlant, on va y en avoir 10 ou 20 qui vont se vendre de plus, tant mieux pour l'auteur. On va pas forcément avoir un effet Streisand sur ce livre-là. L'effet Streisand, c'est simple, on veut masquer quelque chose, ça se sait, et forcément, ça braque tous les projecteurs. C'est né d'une histoire de photo de la maison de Barbara Streisand en Californie. Un photographe l'avait photographié. La chanteuse a demandé à ce que les photos ne soient pas diffusées ou masquées, etc. Et en fait, ça a révélé à tout le monde que c'était sa maison, et sa maison est devenue une star en elle-même, et c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Sur les bombardiers d'eau, il y a eu plusieurs, et la sécurité civile, il y a eu plusieurs romans. Il y en a 3 au total dans ma collection. Je vous ai présenté le premier, La Valsée. Il y a eu celui-ci qui arrive dans les années 80, 1988. L'auteur est une femme, Mireille Durand. Elle a suivi l'histoire de la sécurité, l'histoire de la base en 87. Et juste pour mémoire, en 85, 86, 87, ce sont les années noires de la sécurité civile. Il y a de la casse. Je crois qu'il y a un total de 4 crashs, 2 DC-6 et 2 trackers. Et il y a une douzaine de morts en 3 ans. Il faut bien imaginer que la base, à ce moment-là, c'est une centaine de pilotes. En 3 saisons, il y a 12 morts, c'est 10% des équipages. Donc c'est des périodes c'est une période qui est très très dure. Ceux qui l'ont vécu s'en souviennent obligatoirement. Et donc Mireille Durand, qui est journaliste, qui écrit très bien, s'empare du sujet, écrit un roman autour des pilotes de bombardier d'eau, Le Feu Sacré, qui est publié donc chez Edisud, qui est un éditeur local, mais d'importance. Le roman est très bien dans le sens où tous les détails techniques vont bien. Et elle parle d'avions qu'on connaît, elle parle du T-7, il y a je sais plus, à un moment, il y a le T-15 qui arrive, les Canadaires sont identifiés, les DC-6 sont identifiés. Dans son roman, les DC-6 larguent du retardant, ce qui montre qu'elle connaît le sujet. Les conversations radio sont justes, les détails techniques vont bien, mais vraiment, ça va bien, et c'est bien écrit.
J'ai juste eu un problème sur ce livre, c'est que l'histoire et l'intrigue, encéphalogramme plat. Pour tout vous dire, la semaine dernière, j'ai essayé de le relire. Je suis pas allé jusqu'à la fin, hein. Il y a un moment, je m'ennuie. C'est bon, il y a des histoires sentimentales dedans. C'est peut-être ça aussi qu'elle a voulu me mettre en avant. De fait, ça s'adresse pas à moi. C'est dommage. Parce qu'il y avait matière, et il y a matière hein, avec la sécurité civile et les Canadair, d'écrire de bons romans. Mais là, c'est le côté histoire personnelle, introspection personnelle qui m'a laissé totalement, mais alors, insensible. C'est dommage. Alors, c'est moi. Là, par contre, là, c'est vraiment strictement moi. Si vous avez envie de le lire, bah écoutez, lisez-le. Parce que les détails sont bons, parce que c'est bien écrit. Mais c'est pas l'ouvrage qui m'a le plus emballé sur ce sujet-là. Un peu dommage. Elle a eu un conseiller technique qui s'appelle Jacques Bonneval, qui était à l'époque pilote à la sécurité civile, qui a aujourd'hui pris sa retraite. Et j'en profite pour saluer sa fille Estelle, qui est pilote de Dash 8 à la sécurité civile depuis quelque temps et avec qui j'ai volé sur le Milan 76 l'année dernière. Donc je lui adresse mes salutations distinguées. Voilà. En fait, si on veut s'emparer de l'histoire des bombardiers d'eau et de la sécurité civile, pour en faire un roman, eh ben c'est possible, et Michael Olivier l'a montré. Ça, c'est un ouvrage qui est publié en 2009. Ça, c'est la couverture, on va dire, c'est la surjaquette. En fait, on le trouve aussi avec cette couverture-là. C'est un roman, pareil, c'est dense. Il y a combien de pages là 405 pages. L'intrigue est intéressante. Il y a une histoire de pyromane dans le sud de la France. Et parmi les suspects, il y a un pilote de Canadair. Et c'est là que ça devient intéressant. En fait, ce sont les personnages habituels de Michael Olivier. Donc, ce sont les frères Le Guen qui sont... Il y en a un qui est gendarme et l'autre qui est policier. Donc, ils sont un peu concurrents, ils s'engueulent, mais ils sont frères en même temps. Donc, ça crée des tensions, ça crée des petites histoires à côté qui sont intéressantes, qui sont amusantes d'ailleurs. Ce sont des personnages qui sont très bien campés, et qui ont des personnages qui ont leur personnalité propre, qui sont intéressants, qui sont des personnages récurrents chez Michael Olivier. Et puis, il y a tous les à côté. Il y a une intrigue policière. Il y a aussi donc ce côté pilote de Canadair. Et pour une fois, le système, la sécurité civile est plutôt bien traitée. Mais pour une raison toute bête, c'est que quand Michael Olivier a commencé à écrire son roman, il a tapé sur Internet Canadair et voir les endroits où il pouvait trouver des informations. Parce que quand on est auteur, on cherche des infos, des détails qui vont bien. C'est inspirant et c'est très chouette. Il est arrivé sur un forum qui s'appelait canadair.fr ou .free, où j'étais relativement actif. Il est arrivé, il s'est présenté, et il a posé des questions, il a eu des réponses, il a été orienté vers des pilotes aussi, et il a pu, comme ça, constituer un peu la matière de son roman avec des informations justes. Et le côté sécurité civile dans ce roman est juste. Le roman fonctionne bien, l'intrigue fonctionne bien, les personnages fonctionnent bien, le roman est bon. Alors, c'est un roman, donc il y a quelques petits détails qui s'éloignent de la réalité, et notamment le pilote de Canadair qui est plus ou moins soupçonné d'être pyromane. Il a quelques détails dans son parcours et dans son côté psychologique qui fait que je doute qu'un profil comme ça puisse passer les sélections de la sécurité civile. Mais ça, c'est la licence de l'auteur, et ça permet de créer une intrigue. Il faut quand même un décalage à la réalité. Et ça, c'est très bien amené. Et c'est un roman qui, franchement, se lit bien, et c'est un bon polar. Là aussi, c'est un bon polar. Alors, celui-là, je l'ai lu qu'une fois, mais ça fait partie des choses que je relirai. Et autour de La promesse du feu, surtout, donc c'est un livre qui sort en 2009. En 2015, il y a un tournage d'un téléfilm, 2 fois 90 minutes. Alors, je ne sais plus sur quelle chaîne il a été diffusé, mais je sais qu'il a été diffusé un soir. Il y a des belles images de Canadair dedans. Alors, autant le livre est intéressant, et autant la série, le double téléfilm m'a pas laissé de souvenirs grandioses. Il y a des vues avec des Canadair qui sont sympas, mais j'essaie de trouver un peu courtes. Et en plus, c'est tourné à Nîmes. Les scènes de Canadair, elles sont tournées à Nîmes, elles sont pas tournées à Marseille pour des histoires d'accès d'ailleurs. Les acteurs m'ont laissé, mais alors absolument aucun souvenir. Je les cite pour mémoire: Nicolas Gob, Thomas Jouanet et Flore Bonaventura. Alors, je vais aller voir sur leur fiche Wikipédia, effectivement, c'est des visages récurrents de séries ou de choses comme ça. Mais dans le film, aucun souvenir. Donc je pense que le téléfilm était moins bon que le livre, et c'est souvent le cas. Donc, non, si vous trouvez le roman, et je pense qu'il existe encore, donc vous pouvez peut-être encore l'acheter en neuf, ça, c'est un bon roman. Voilà.
Un bon roman autour des bombardiers d'eau, un bon polar autour des feux de forêt, c'est un bon sujet. Voilà, c'est ce que j'en avais écrit pour l'aérobibliothèque. Là, par contre, quand vous avez un texte comme ça veut dire que l'ouvrage est fréquentable. On peut avoir des restrictions à expliquer, mais globalement, c'est que le livre, voilà. Évidemment, tout travail de publication, c'est un travail ingrat. Effectivement, des fois, il y en a qui se ratent. Ok, très bien, mais c'est pas pour autant que qu'il faut, comment dire, vouer l'auteur aux gémonies. Il faut juste dire, bon, bah, ce livre-là, il est raté. Bon, le problème, c'est qu'il en a fait un deuxième qui est aussi raté, donc il a arrêté, donc il a eu bien raison d'arrêter d'écrire des romans. Mais pour Michael et Olivier, c'est différent, et voilà, c'est un bon roman policier à suspense. Il y a un pilote de Canadair dedans, il y a une bonne histoire de feu, de vengeance, d'amour. On a des bons personnages, c'est une bonne histoire, des personnages crédibles, un environnement technique maîtrisé, un bon polar que l'on peut conseiller sans restriction. Voilà, une bonne lecture détente. Parfait, c'est exactement... Et je pense que l'auteur n'a pas d'autre ambition à ce moment-là que d'écrire un bon polar. Il n'y a pas d'ambition à décrocher des prix littéraires, mais juste présenter une bonne histoire pour que les gens passent un bon moment, un livre en main. Et ça, c'est tout à fait recommandable. On peut aussi passer un bon moment avec Catalina, mais il faut être deux, connaître le sujet, se dire « Ah, ah, ça c'est n'importe quoi ». Et je vais terminer avec ce qui est peut-être mon roman aéronautique préféré. Et celui-là, c'est une histoire incroyable, parce que c'est vraiment le genre d'ouvrage, c'est pas pour moi. Sauf que, j'ai adoré. John Ginans, Projet Méduse. C'est un ouvrage, j'ai jamais lu une critique. Je pense que j'ai été attiré dans un rayon quelconque sur la couve. Ah, un avion, chouette. Projet Méduse, bon, encore un truc à la con. John Ginans, bon, ok. En fait, je l'ai acheté, je pense que je l'ai acheté en neuf, celui-là. Et j'ai commencé à le lire et je suis rentré dans le roman et j'ai adoré. Et c'est peut-être le roman que j'ai relu le plus souvent possible. Alors évidemment, ceux qui me connaissent savent que y a un 727, donc forcément, peut-être que mon intérêt pour le 727 vient de ce livre-là. C'est pas un avion, c'est un 727 à vue de nez, non. Oui, c'est un 727 et peut-être que mon intérêt pour l'avion, oui, vraiment, je pense que ça a dû jouer. L'autre chose, c'est que le dessin, là, pour une fois, pour un livre de poche, il est cohérent avec l'histoire. Je ne vais pas vous la raconter en détail, mais là, ce qui se passe, que vous avez à l'écran, donc un 727 au-dessus d'une mer déchaînée avec la porte cargo ouverte, c'est dans le roman. Et le dessin est signé d'un certain Manchou. Manchou, c'est un ami de Jean Barbeau, c'est un dessinateur qui est plutôt spécialisé dans la science-fiction, mais qui est un dessinateur de très grand talent. Et là, la couve, elle claque sa mère. Vraiment. Et c'est peut-être ça qui m'a attiré. Et l'histoire, elle est simple. C'est un polar. Un 727 d'une petite compagnie cargo part de Floride, va vers Washington avec à bord une cargaison dont l'équipage ne sait pas trop ce que c'est. En plus, il y a en convoyage une journaliste et la propriétaire du conteneur. Bizarre, le conteneur. En fait, l'intérieur du conteneur, c'est une arme à impulsion électromagnétique, mais personne ne le sait, on le découvre au fur et à mesure du vol. Et en fait, c'est un récit qui est quasiment une pièce de théâtre parce qu'il y a unité de temps, unité de lieu. Ça se passe dans le 727, entre Miami et Washington. Et c'est vraiment le roman, c'est juste ce vol-là avec tout ce qui s'y passe. Et là où ça devient intéressant, c'est John Ginans est pilote de ligne. Et franchement, celui-là, c'était la très très bonne surprise parce que, l'intrigue est géniale. Alors, il y a des trucs aberrants. Et la scène finale, elle est, comment dire, inimaginable. C'est mais en même temps, c'est amené de façon très habile et dans le roman, c'est cohérent. Donc ça va avec le reste. Et c'est un bon roman d'aventure qui se dévore et j'avoue que je me suis éclaté à le lire. Et puis sur le plan aéronautique, comme c'est écrit par quelqu'un qui connaît bien le domaine, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de trucs aberrants. C'est exagéré par moments, vraiment, c'est très très exagéré par moments, mais c'est pas totalement incohérent. Et donc sur moi, ça a très très bien marché. Et ça fait partie, et c'est peut-être le roman que j'ai le plus relu. Je pense que c'est un très bon roman aéronautique, mais alors c'est un polar aéronautique, c'est pas un grand livre, mais ça fait partie des lectures détentes qu'on doit s'offrir régulièrement. Pour vous dire à quel point j'aime bien ce livre, c'est que j'en ai 2 exemplaires à la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai 2 exemplaires. Peut-être qu'un jour... si, je me souviens.
Un jour, je voulais le relire, je retrouve pas. Je le retrouve pas. Dans mon bazar, je l'ai pas retrouvé. Donc, je suis allé faire les bouquinistes au quai de Seine, je pense. Et bah, j'en ai trouvé un, donc je l'ai acheté. Puis en rentrant à la maison, bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai retrouvé le deuxième. Voilà, tout simplement. Ça, c'est, voilà, quand on n'a pas de tête, et ben, on a des jambes. Il a fait l'objet d'une... pareil, lui aussi, d'un téléfilm. Le téléfilm était pas mal, c'est une série B. Pour être très clair, c'est vraiment une série B. C'est un téléfilm, hein, c'est pas un film. Il y a une erreur monstrueuse qui fait que j'ai pas accroché, c'est que bah, ils ont remplacé le 727 par un 737 et ça, bah, tout l'intérêt du film il tombe quoi. On aurait eu 1h30 de 727 à la télé, j'étais heureux là. Et juste pour la petite histoire, sur le 727 que j'utilise donc sur Flight Simulator, donc c'est le Dreamfleet Flight One. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la capture d'écran que j'avais préparée. Mais en fait, je me suis fait la déco de l'avion de la compagnie Scott Air, héros du roman, mais tel que l'a fait Manchu. C'était pas très compliqué à faire sous les logiciels qui existent aujourd'hui. Et je vole régulièrement avec l'avion de Scott Air, donc l'avion du projet Méduse. Voilà, lisez-le, vous allez voir, c'est un peu fantaisiste, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà quelques pistes de lecture. Voilà, je vous ai présenté quelques romans qu'il faut lire ou pas. Quelques livres qui, moi, m'ont beaucoup plu, d'autres moins, mais qui sont intéressants. Comme pour l'autre émission, bah voilà, quels sont les romans qui vous ont plu, qui vous ont marqué, quels sont ceux que vous lisez régulièrement, que vous relisez. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de grands classiques de la littérature comme les romans de Syntex ou Pylone de Faulkner ou d'autres grands livres comme ça. Est-ce que, par exemple, Jonathan Livingstone, Le Goéland, on pouvait l'inclure dans la sélection? C'est des œuvres littéraires, je me les réserve pour peut-être une autre émission. Il y a plein d'autres genres littéraires qu'on va pouvoir aborder qui sont les monographies, les biographies, les autobiographies. Et on pourra revenir aussi sur d'autres récits, sur d'autres romans, c'est pas un problème. Mais j'ai besoin de vous pour me dire, Fred, est-ce que tu connais ce roman-là? Moi, j'ai lu celui-là, j'ai adoré. Moi, j'ai lu celui-là, j'ai détesté. Si vous avez détesté, par exemple, Le vol des Intruder, dites-le et surtout dites pourquoi. Parce que c'est important de se rendre compte qu'on n'est pas tous à égalité devant les mêmes livres et que l'objectif, c'est aussi de partager ce qu'on a aimé ou ce qu'on a moins aimé, et d'être aussi objectif sur certaines œuvres. Voilà, donc c'est la deuxième émission bouquin. Promis, il y en aura d'autres. Peut-être qu'effectivement, on en fera une par mois. Peut-être le deuxième vendredi de chaque mois. Pourquoi pas. Merci à tous de votre fidélité. On se revoit la semaine prochaine pour un lâcher solo, comme d'habitude. Je ne sais pas de quoi on va parler. On prépare notre venue à Bordeaux, donc la semaine d'après, pour l'Aerial Firefighting. Et là, on va reparler bombardier d'eau très sérieusement. Et on est en train de voir si on ne va pas faire un direct. Alors, ce serait le mercredi après-midi, en direct des stands des industriels des bombardiers d'eau, donc à Bordeaux. Si on ne fait pas de direct, de toute façon, on va ramener des images et on en parlera le vendredi d'après. Et puis, on prépare aussi Aéro Friedrichshafen, mais ça, on vous en parlera un petit peu plus longuement sur Aérobuzz au quotidien. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à Aérobuzz parce que on a besoin de lecteurs aussi et que c'est votre moyen d'information number one en ce qui concerne l'aéronautique. Et puis après, allez voir le replay, partagez surtout les replays quand les émissions vous ont plu. Faites monter la sauce. On a encore beaucoup de choses à vous raconter et merci en tout cas à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et on se voit la semaine prochaine. Ciao!